Bienvenue dans Parlons de votre mental. Avant de plonger dans l'épisode du jour, une question. Avez-vous vraiment exploré tout votre potentiel ? Si vous cherchez à vous inspirer, à vous motiver ou à comprendre comment développer un mental plus fort, découvrez le livre Parlons de votre mental, des interviews inspirantes pour se dépasser. Ce livre réunit les moments les plus marquants et des stratégies mentales issues de plus de 200 épisodes du podcast pour booster votre mindset. Vous y retrouverez des personnalités comme Jimmy Vienno, Valérie Marie ou Jean-Christophe Seznec qui partagent leurs clés pour surmonter les obstacles et atteindre l'excellence. Un ouvrage inspirant, concret et accessible pour apprendre à mieux vous connaître et rendre l'impossible possible. Disponible dès maintenant sur parlonsdevotremental.fr, Amazon Cultura, la Fnac et en version e-book sur Google Play Livres, maintenant place à l'épisode du jour. Et à la fin, prenez 45 secondes chronomontre en main pour nous laisser un témoignage et des étoiles sur votre plateforme d'écoute pour aider à son référencement et sa découvrabilité. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un livre qui a fait beaucoup de bruit, Forcez votre destin d'Anthony Bourbon. Bonjour. Oui, un livre et surtout un parcours. On va essayer de regarder ça de près. Exactement. Notre source, c'est un résumé très détaillé de son ouvrage. Et l'histoire, elle est assez folle. On part de la rue, littéralement, pour arriver à la tête d'une boîte qui vaut des millions. Tout à fait. L'idée, c'est de voir ce qu'il y a derrière le mythe. On va essayer de comprendre la mécanique de cette ascension. C'est une histoire qui pose une question presque philosophique. Est-ce que tout est une question de volonté, de cette fameuse force dont parle le titre ? Ou est-ce qu'il y a autre chose ? Bah oui. La chance, les rencontres, les opportunités. C'est cette tension qu'on va explorer. On va regarder son parcours perso, sa philosophie avec son entreprise Feed, sa critique, très virulente, du système français, et bien sûr les leçons qu'il en tire. Alors commençons par le début. Et le début, il est d'une violence rare. Ah ouais. On ne parle pas juste d'une enfance modeste, On parle de vraie pauvreté, de violence, d'un avenir qui semble complètement bouché. Et puis, il y a le point de rupture. Le moment où tout bascule. Il est mis à la porte chez lui. Il se retrouve à la rue, SDF. Il faut imaginer le choc. C'est le vide. Socialement, il n'existe plus. Et c'est là, au fond du trou, que quelque chose se passe. Un basculement. Il aurait pu sombrer. Complètement. Il aurait pu rester dans la rancœur, la destruction. Mais il fait autre chose. Il transforme cette rage en carburant. Il y a une phrase dans les notes qui est glaçante, mais très parlante. Laquelle ? La rue, la galère. Ça vous sort de la passivité, ça vous secoue, ça vous met dans l'action. En fait, c'est la survie qui le force à bouger. C'est un électrochoc, c'est sûr. Mais ça ne suffit pas toujours, malheureusement. Beaucoup de gens vivent ça et ils ne s'en sortent pas. Qu'est-ce qui fait la différence pour lui ? Et c'est là qu'intervient le premier élément qui nuance un peu l'idée de la volonté pure. C'est une rencontre. Mélanie. Mélanie, qu'il appelle sa sœur de cœur. Elle n'est pas un investisseur, elle n'a pas de réseau. Non, elle est un point d'ancrage humain, c'est ça. C'est exactement ça. Elle lui offre une confiance, un soutien inconditionnel. C'est ce qui lui permet de se reconstruire psychologiquement. C'est le catalyseur qui lui fait comprendre que ses cartes de départ... Pas d'argent, pas de diplôme, pas de réseau. Voilà. Que tout ça, ça ne définit pas toute la partie. C'est donc à ce moment-là qu'il change sa vision du succès, qu'il se crée sa propre grille de lecture. Oui, il réalise que ses atouts sont ailleurs. Ils sont internes. La passion, une ambition qui n'est plus un rêve mais une nécessité, et une résilience. Forgée dans le feu, quoi. C'est l'essence de son adage « le loup ne court jamais le ventre plein ». C'est d'une puissance folle, cette phrase. La faim, au sens propre comme au figuré, ça devient son avantage. La plupart des gens cherchent le confort. Lui, il est déjà habitué au pire. Du coup... Il n'a plus peur de risquer. Exactement. Et cette faim, on la retrouve puissance 1000 dans son entreprise Feed. Ah oui, clairement. Le concept a l'air simple. Des repas pratiques, équilibrés, en bar ou en boisson. On connaît les chiffres, ils sont impressionnants. 40 millions d'euros levés, des investissements dans des dizaines d'autres startups, la création du Blast Club. C'est un écosystème entier. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est le point de départ. Il crée Feed à partir de son propre besoin. C'est presque le cas d'école de l'entrepreneur. C'est classique, mais c'est aussi ce qui le rend authentique. L'idée ne vient pas d'une étude de marché. Non. Elle vient de ses tripes. Quand il jonglait entre les petits boulots et les études, il n'avait ni le temps ni l'argent pour manger correctement. Il a cherché une solution, il n'en l'a pas trouvée, alors il l'a créée. C'est l'illustration parfaite du principe « réseau ton propre problème ». Tout à fait.
Parce que si vous avez ce problème, il y a de fortes chances que des milliers d'autres personnes l'aient aussi. Mais une idée seule, même si elle vient d'un besoin perso, ça ne suffit pas à lever 40 millions. Qu'est-ce qui a transformé cette bonne idée en un tel succès? Le timing a dû jouer, non? On était en pleine explosion de la food tech. Bien sûr, le timing est crucial, il ne faut pas le nier. Il arrive au bon moment avec une solution qui colle au nouveau mode de vie. Mais ce serait une erreur de ne voir que ça. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ce qu'il appelle maîtriser sa verticale. Une fois qu'il a l'idée, il ne la lâche plus. Il devient une éponge. Il absorbe tout sur la nutrition, la production, la logistique, le marketing digital. Il devient un expert de son propre produit. Un expert absolu. Il passe des nuits à lire des études scientifiques. Il ne veut pas juste être le fondateur. Il veut être l'expert incontesté de son domaine. Et cette obsession du détail, cette profondeur, c'est ça qui convainc les investisseurs. Cette obsession, c'est son moteur, cette ambition qu'il revendique. C'est intéressant parce qu'en France, l'ambition, c'est souvent un peu mal vu. Ça peut paraître agressif. Et il prend ce cliché à contre-pied. Pour lui, l'ambition, ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de survie. Il le dit crûment. Oui, n'ayez pas honte d'avoir de l'ambition. C'est une question de survie. Quand on part d'où il est parti, viser juste assez, ce n'est pas une option. Il faut viser la lune pour espérer s'arracher à sa condition. Et cette mentalité, c'est aussi ce qui nourrit sa critique du système français. Ah oui, une critique féroce. Un système qui, selon lui, est conçu pour éteindre cette flamme. Il ne mâche pas ses mots, surtout sur l'école. Il la décrit comme une machine à formater, à créer de bons petits soldats dociles. C'est ça. Pas des esprits libres, pas des entrepreneurs. L'image qu'il utilise est frappante, je trouve. Celle sur les rois capétiens? Oui. On nous fait apprendre la liste des rois par cœur, mais on ne nous apprend pas à gérer un budget, à remplir une déclaration d'impôt, à lire un bilan. Des compétences de base pour la vie, en fait. C'est une déconnexion totale, selon lui, entre le savoir académique et les compétences pratiques. Pour lui, l'école ne prépare pas à la vie, elle prépare à passer des concours. Et cette critique s'étend à tout l'élitisme à la française. Ce système où une poignée de grandes écoles produisent quasiment tous les dirigeants du pays? Exactement. Ça crée une sorte d'endogamie, à la fois sociale et intellectuelle. Et il va jusqu'à faire le lien avec des mouvements sociaux plus larges. La source mentionne sa référence aux Gilets jaunes. Oui, et c'est un point qu'il faut aborder, de manière factuelle bien sûr. Évidemment. Pour lui, ce mouvement n'est pas une anomalie, c'est le symptôme logique d'une société fracturée, où une partie de la population a le sentiment, à tort ou à raison, que les dés sont pipés dès le départ. Il y voit l'expression d'une colère similaire à la sienne. Celle de ceux qui ont l'impression de ne pas avoir les bonnes cartes en main. Face à ce constat, il ne fait pas que critiquer, il propose des pistes. Et certaines sont assez radicales. Il parle de politique décentralisée, de blockchain. Il est fasciné par tout ce qui permet de contourner les intermédiaires, les structures de pouvoir traditionnelles. La blockchain, pour lui, c'est un modèle. Un système sans autorité centrale. Applicable à la politique. Et c'est sa vision. Moins de centralisation, plus de pouvoir direct aux citoyens. Une sorte de méritocratie radicale, où l'influence ne viendrait plus du statut, mais de la compétence, de la contribution. Et même en économie, il explore des idées qui sortent des sentiers battus, comme la monnaie hélicoptère. C'est une idée théorisée par l'économiste Milton Friedman, ce qui est assez paradoxal. L'idée simple, en cas de crise, l'État distribue de l'argent directement à tout le monde pour relancer la machine. Et ce qui l'intéresse là-dedans, c'est le côté direct. C'est ça, une redistribution plus égalitaire qui court-circuite les systèmes établis. Ça montre bien sa tendance à chercher des solutions de rupture, pas des petits ajustements. Au-delà de ses grandes visions, son livre est aussi très concret. C'est un mode d'emploi. Il y a ce triptyque, le TTC, travail, talent, chance. Ça peut sembler classique, mais il y met une hiérarchie très personnelle. Le talent n'est pas en premier. Non, pour beaucoup, c'est la clé. Pour lui, le talent sans un travail acharné, c'est du gâchis. Il est presque méfiant vis-à-vis du talent pur. C'est le travail qui prime surtout. Et la chance? La chance, il n'y croit pas comme une force magique qui tombe du ciel. Pour lui, la chance, ça se provoque. C'est le résultat de l'action. Voilà. C'est le résultat de la multiplication des tentatives. Plus on essaye de choses, plus on a de chances de tomber sur la bonne opportunité. En fait, la chance, c'est une probabilité qu'on augmente par le volume de travail. Et c'est ce qui l'amène à son concept de machine d'exécution. Le terme est un peu effrayant, non? Ça sonne très robotique. Le mot est fort, c'est vrai, mais l'idée derrière est assez pragmatique. Il s'agit d'optimiser son énergie et son temps pour être le plus efficace possible.
Ça passe par des règles de vie très strictes. Une hygiène de vie impeccable, sommeil, nutrition, sport, une gestion quasi maniaque de son agenda, la recherche de la simplicité pour éliminer le superflu, et surtout, Ne jamais se reposer sur ses lauriers. exactement, le succès d'hier ne garantit rien pour demain. Mais comment on concilie cette image de machine avec un autre de ses principes, l'authenticité, le fait d'être soi? Ça semble contradictoire. C'est un excellent point, mais la contradiction n'est qu'apparente. Pour lui, devenir une machine d'exécution, ça ne veut pas dire devenir un robot sans âme. D'accord. Au contraire, c'est en connaissant parfaitement ses propres forces, ses faiblesses, ses rythmes, qu'on peut être le plus performant. Son authenticité, c'est de reconnaître qu'il est plus productif en travaillant de chez lui, par exemple, ou qu'il préfère lire un livre le week-end plutôt que d'aller à une soirée networking qui ne lui apportera rien. C'est une discipline qui part de la connaissance de soi, pas d'un modèle extérieur. Voilà, c'est refuser de jouer un rôle. Dans cette logique de performance et de risque, il y a forcément des ratés. Et sa vision de l'échec est aussi très à contre-courant de la culture française. Il lance un « vive l'échec », c'est presque une provocation. C'est une provocation délibérée. En France, l'échec, c'est souvent vu comme une tare, une fin de partie. Une honte parfois. Oui. Aux États-Unis, dans la culture start-up, un entrepreneur qui n'a jamais échoué est presque suspect. Ça veut dire qu'il n'a pas pris assez de risques. Bourbon adopte cette vision. Chaque échec est une leçon, une donnée qui permet d'ajuster la trajectoire. Échouer, c'est acquérir de l'information. De l'information précieuse pour la tentative suivante. Il ne s'agit pas d'aimer l'échec pour l'échec, mais de le dédramatiser pour en extraire toute la valeur. Il applique cette lucidité à tout, y compris à son entourage. Il insiste beaucoup sur l'importance de bien s'entourer. C'est une extension de son principe d'optimisation de l'énergie. Les relations négatives, les gens qui doutent de vous, les vampires énergétiques, ce sont des distractions, des freins. Une forme d'hygiène relationnelle. C'est ça. Sa rencontre avec Mélanie a été la preuve pour lui qu'une seule personne bienveillante peut avoir un impact démesuré. Et il applique ça en entreprise. Il cherche à construire une équipe de passionnés qui partagent les mêmes valeurs. Les compétences, ça s'acquiert. Mais la passion et l'état d'esprit, c'est beaucoup plus difficile à changer. Et tout ça débouche sur un dernier principe qui boucle la boucle, en quelque sorte, le devoir de renvoyer l'ascenseur. Oui, et c'est peut-être le point le plus important pour comprendre le personnage au-delà de l'entrepreneur. La réussite n'est pas une fin en soi. Elle s'accompagne d'une responsabilité. L'ascenseur social ne fonctionnait pas pour lui, il a pris l'escalier. Et maintenant qu'il est en haut, il sent qu'il a le devoir de renvoyer l'ascenseur pour les autres. C'est le sens de son initiative, Feedback, qui aide des jeunes de milieux défavorisés. Il y a une citation très forte à ce sujet. Qui est ? La vraie revanche, c'est de s'émanciper et d'aider les autres à s'extraire de la vie qu'on leur impose. La revanche, ce n'est pas d'écraser l'ancien système, mais de construire un nouveau, plus juste. Si on résume, on a donc le portrait d'un homme dont le parcours démontre que l'état d'esprit, la résilience peuvent vraiment renverser une destinée qui semblait écrite d'avance. C'est plus qu'une histoire de succès, c'est un plaidoyer pour une forme de rébellion individuelle. Une rébellion contre le déterminisme social et un appel à réformer un système qu'il juge sclérosé. Exactement. Et ça nous ramène à notre question de départ. Le livre s'appelle « Forcez votre destin ». Tout est centré sur la volonté, l'action. Et pourtant, quand on creuse, on voit que son histoire a été infléchie par des éléments qu'il ne contrôlait pas vraiment. Le soutien crucial de Mélanie au moment le plus sombre. Et l'idée de Feed naît d'une contrainte subie, pas d'un plan de carrière. Ce qui amène à une dernière réflexion peut-être. Je vous écoute. Dans cette quête pour maîtriser sa trajectoire, la clé n'est peut-être pas seulement dans la force brute de la volonté, mais aussi dans une forme de lucidité. La capacité à reconnaître et à capitaliser à fond sur le peu de soutien et les rares opportunités qui se présentent, même quand tout semble perdu. Forcer son destin, ce ne serait pas plier le monde à sa volonté. Mais plutôt savoir quand et où appliquer sa force, avec une précision chirurgicale. Merci d'avoir écouté Parlons de votre mental. Si cet épisode vous a inspiré, ne vous arrêtez pas là. Découvrez le livre Parlons de votre mental. Des interviews inspirantes pour se dépasser. Une véritable boîte à outils mentale issue de plus de 200 épisodes du podcast. Vous y retrouverez les stratégies, les témoignages et les moments forts de sportifs, médecins, pilotes ou coachs qui partagent leurs secrets pour renforcer leur mental. Un guide motivant et accessible pour vous aider à progresser, à mieux vous comprendre et à repousser vos limites. Disponible sur parlonsdevotremental.fr, Amazon, Cultura, la Fnac et en version e-book sur Google Play Livres. Parlons de votre mental. Parce que tout commence dans la tête.